Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Quelques centaines de dollars en pièces de drones forcent des chars à plusieurs millions de dollars à repenser le ciel au-dessus d'eux. Israël possède l'une des armées les plus puissantes de la planète. Des milliards de dollars en blindage, des décennies d'expérience sur le champ de bataille, et en ce moment même, un groupe de combattants équipés de drones construits avec des pièces de rechange détruit ces chars un par un. Laissez cela s'imposer un instant. Nous ne parlons pas d'un État-nation doté d'un budget de défense de centaines de milliards. Nous ne parlons pas d'une armée équipée d'avions furtifs, de réseaux satellitaires et d'ogives nucléaires en attente. Nous parlons du Hezbollah, une organisation militante opérant depuis les collines et les vallées du sud du Liban, assemblant des drones à partir de composants que l'on pourrait commander en ligne, y fixant des grenades propulsées par roquettes et traquant systématiquement les chars les plus avancés jamais produits par l'ingénierie militaire occidentale. Quelque part, dans une salle de briefing pro-Trump, on vendrait probablement cela comme de la force, juste avant que la facture n'atterrisse discrètement sur le bureau de quelqu'un d'autre. C'est l'histoire de la façon dont la guerre a changé, silencieusement, à bas coût, de manière dévastatrice, et de la façon dont l'armée israélienne, malgré tout son brio, toute sa technologie, toute cette décennie de domination, s'est réveillée en 2026 face à un champ de bataille auquel elle ne s'était jamais vraiment préparée. C'est la mort venue d'en haut. Pour comprendre ce qui se passe en ce moment dans le sud du Liban, il faut comprendre ce qu'est réellement le char Merkava. Le nom lui-même, Merkava, signifie char en hébreu, et ce n'était pas seulement un projet militaire. C'était une obsession nationale, une déclaration. Israël a commencé à concevoir le Merkava dans les années 1970, après avoir été ébranlé par ses pertes de chars durant la guerre du Kippour de 1973. Les forces égyptiennes et syriennes avaient utilisé des missiles anti-chars fournis par les soviétiques pour dévaster les colonnes blindées israéliennes. Le traumatisme a été profond. Israël a décidé qu'il ne serait plus jamais pris au dépourvu. Le Merkava a été conçu dès le départ autour d'une priorité obsessionnelle, garder l'équipage en vie. Contrairement à la plupart des chars dans le monde qui placent le moteur à l'arrière, le Merkava a déplacé son moteur à l'avant. Pourquoi? Parce que si un missile anti-char arrive de face, il frappe d'abord le bloc moteur. Le moteur devient un bouclier. L'équipage survit. C'était une idée radicale. Les ingénieurs militaires du monde entier l'ont qualifié de non conventionnel. Israël l'a qualifié de nécessaire. Au fil des décennies, le Merkava a évolué sur 4 générations. Au moment d'arriver au Merkava Mark IV, la version actuellement déployée dans le sud du Liban, il est sans doute le char le plus apte à survivre sur la planète. Il possède un blindage composite aux spécifications classifiées. Il est équipé du système de protection active Trophy, une défense guidée par radar capable de détecter les missiles et roquettes entrants et de les abattre dans la fraction de seconde précédant l'impact sur le véhicule. Il pèse plus de 65 tonnes. Il coûte environ 4 millions de dollars l'unité. C'est le joyau des forces terrestres israéliennes. C'est l'incarnation physique de la doctrine militaire israélienne. Une puissance écrasante, une supériorité technologique et par-dessus tout, la protection du soldat à l'intérieur. Et le Hezbollah les détruit avec des drones qui coûtent quelques centaines de dollars chacun. Ce n'est pas une exagération destinée à produire un effet dramatique. C'est la réalité documentée, vérifiée, froide, de ce qui se passe sur le terrain au Liban en ce moment. Voilà le genre de comparaison de coûts qu'aucun slogan de campagne ne peut aplatir, peu importe à quel point quelqu'un répète du matériel magnifique dans un micro. Parlons de faits précis. Parlons de chiffres. Suivons la chronologie de la manière dont cette campagne s'est déployée, parce que l'histoire est plus glaçante et plus révélatrice que ce qu'aucun titre n'a su capter. En mars 2026, Israël relance de grandes opérations militaires au Liban. Ce n'est pas la première fois que ces deux forces s'affrontent. L'histoire entre Israël et le Hezbollah est longue, sanglante et profondément personnelle. Ils se sont battus en 2006, dans une guerre qui a stupéfié le monde lorsque le Hezbollah a tenu bon face à l'une des armées les plus puissantes de la région. Ils se sont de nouveau affrontés en 2023 et 2024, lorsque le Hezbollah a ouvert un front nord en solidarité avec le Hamas après les attaques du 7 octobre. Un cessez-le-feu est arrivé en novembre 2024. Il a tenu à peine pendant un peu plus d'un an. Mais au début de 2026, la situation s'était de nouveau effondrée. Le Hezbollah a commencé à reconstruire son infrastructure militante. Israël a évoqué plus de 15 000 violations du cessez-le-feu, et le 2 mars, les tirs ont repris sérieusement. Mais quelque chose était différent cette fois. Quelque chose que les analystes militaires israéliens observaient avec une inquiétude grandissante dans les collines d'Ukraine,
et dont il s'était peu être convaincu qu'il n'arriverait pas encore au Liban était arrivé. Le drone FPV était arrivé au Moyen-Orient. FPV signifie vue à la première personne. Le concept vient à l'origine des courses récréatives de drones. Les pilotes fixaient une caméra sur un petit quadricoptère, mettaient un casque et pilotaient le drone comme s'ils étaient assis à l'intérieur. La vue était immersive, précise et exaltante. Ce que personne dans la communauté des courses de drones n'aurait pu prévoir, c'est que cette technologie deviendrait l'une des innovations les plus létales du champ de bataille au XXI siècle. La guerre de la Russie contre l'Ukraine a tout changé. En 2023 et 2024, les deux camps en Ukraine déployaient des drones FPV par dizaines de milliers. Les opérateurs ukrainiens sont devenus célèbres pour leur précision, faisant voler de petits quadricoptères rapides et agiles directement dans les écoutilles ouvertes de chars russes, dans les compartiments moteurs de véhicules blindés de transport de troupes, dans des groupes d'infanterie retranchés. Les forces russes ont répondu de la même manière. Le ciel au-dessus des lignes de front est devenu une zone de mise à mort pour tout ce qui bougeait. Des véhicules blindés qui dominaient autrefois les terrains ouverts étaient désormais traqués depuis les airs par des drones coûtant $200 et pouvant être assemblés dans un garage. Les opérateurs de drones ukrainiens estimaient qu'entre 70 et 80% de toutes les pertes sur le champ de bataille étaient causées par des systèmes aériens. La plupart étaient petits, la plupart étaient bon marché, et tous étaient impitoyablement efficaces. Le monde militaire observait. Le Hezbollah observait très attentivement. Le 25 mars 2026, 3 semaines après le début de la nouvelle campagne terrestre israélienne dans le sud du Liban, le Hezbollah publie une vidéo. On y voit un drone FPV, petit, rapide, équipé d'une caméra, se rapprocher d'un char israélien Merkava Mark IV. Le drone vise l'arrière du véhicule, et ce n'est pas un accident. C'est une doctrine de ciblage délibérée. L'arrière du Merkava, malgré sa protection globale exceptionnelle, possède un blindage plus mince que l'arc frontal. Plus important encore, c'est là que se trouve le principal stockage de munitions du char. Un impact pénétrant à l'arrière n'est pas seulement dommageable, il peut être catastrophique. Le drone frappe, la vidéo coupe. Le Hezbollah affirme que le char est détruit. Les capteurs militaires israéliens s'emballent. Tsahal ne reconnaît pas officiellement l'incident, mais le même jour, des rapports opérationnels militaires ont confirmé que plusieurs soldats de la 7e brigade, une unité blindée connue pour utiliser le Merkava Mark IV, avaient été blessés. L'un d'eux a été tué. Le lien entre ces deux faits n'est pas officiellement confirmé par Israël, mais il n'a pas besoin de l'être. Le monde regarde déjà la vidéo. Ce n'était que le début. Ce qui a suivi au cours des semaines suivantes ne peut être décrit que comme une campagne de drones d'une ampleur et d'une ambition sans précédent dans l'histoire des conflits au Moyen-Orient. Le 26 mars 2026, en une seule journée, 24 heures, le Hezbollah annonce avoir frappé 20 et un char Merkava israélien. 20 et un an, une journée. Pour mettre cela en contexte, durant toute la deuxième guerre du Liban en 2006, Israël a perdu environ 50 chars en 34 jours de combats intenses. Le Hezbollah affirme maintenant dépasser ce rythme dans des proportions énormes. Les sources israéliennes n'ont pas confirmé le chiffre complet, mais des analystes militaires indépendants suivant le conflit ont noté que le rythme opérationnel de Tsahal dans certains secteurs avait brusquement ralenti, un signe classique de perte importante de véhicules. Même la routine la plus bruyante du dur avec les ennemis commence à sonner plus creux lorsque le champ de bataille est audité par des drones et non par des applaudissements. En plus des chars, le Hezbollah a revendiqué des frappes contre 3 bulldozers blindés Caterpillar 9, l'un de ces énormes véhicules de génie lourdement blindés qu'Israël utilise pour dégager les routes et détruire des structures, ainsi que 2 Humvee militarisés. Des vidéos ont appuyé bon nombre de ces affirmations. Les analystes ayant étudié les images ont confirmé une véritable capacité de frappe. Les impacts étaient réels. Certains drones visaient les écoutilles ouvertes sur le dessus des véhicules plutôt que de foncer aveuglément vers la coque. C'était de la précision. C'était du renseignement tactique délibéré. Ce n'était pas du chaos improvisé. C'était une doctrine. En avril 2026, la campagne s'intensifie. Le Hezbollah diffuse une nouvelle catégorie d'images qui fait frissonner les établissements de défense bien au-delà d'Israël. Il ne s'agit pas seulement de drones FPV utilisant un guidage conventionnel par radiofréquence. Ce sont des drones guidés par fibre optique. Et cette distinction compte énormément. Voici pourquoi. Les drones FPV conventionnels sont guidés par des signaux radio. L'opérateur au sol utilise une manette et le drone reçoit les commandes par radiofréquence. Les véhicules militaires israéliens transportent des systèmes sophistiqués de guerre électronique conçus pour brouiller précisément ces fréquences.
Brouillez le signal, perdez le drone, et il s'écrase sans danger. Le brouillage électronique a été pendant des années l'une des contre-mesures les plus fiables d'Israël contre les menaces de drones. Les drones à fibre optique renversent entièrement cette défense. Au lieu de transmettre les commandes sans fil, un drone à fibre optique traîne derrière lui une bobine de câble ultra fin pendant son vol. Les commandes passent par le câble, de la lumière, pas des ondes radio, de la physique, pas de l'électronique. On ne peut pas brouiller de la lumière qui circule dans une fibre de verre, on ne peut pas l'interférer avec un radar ou une perturbation de fréquence. Les seules façons d'arrêter un drone FPV à fibre optique sont de l'intercepter physiquement, de l'abattre, ou d'espérer que l'opérateur fasse une erreur. C'est tout. Ce sont les options. Le Hezbollah avait déployé ces systèmes, pas seulement des FPV standards à radiofréquence auxquels Israël aurait pu se préparer, mais les variantes avancées, impossibles à brouiller, guidées par fibre optique, apparues pour la première fois sur le champ de bataille ukrainien au printemps 2024. L'armée israélienne avait d'abord estimé que les drones à fibre optique du Hezbollah ne pouvaient fonctionner que sur quelques kilomètres. Elle s'est trompée. Des renseignements ultérieurs ont révélé que le Hezbollah lançait ses drones depuis des distances allant jusqu'à 15 kilomètres, soit près de 9000 de leur cible. Pensez à ce que cela signifie tactiquement. Une colonne de chars israéliens se déplaçant dans le sud du Liban croit opérer en sécurité derrière ces lignes. Le bord avancé du combat est à plusieurs kilomètres. L'équipage se sent relativement en sécurité. Puis, depuis 9000 de distance, un opérateur du Hezbollah assis dans une position souterraine fortifiée, observant un flux vidéo à fibre optique d'une netteté cristalline, guide un drone à grande vitesse directement sur l'écoutille supérieure du véhicule. L'équipage ne l'a jamais vu venir. Les systèmes de guerre électronique n'ont rien fait. Le système Trophy ne l'a peut être même pas détecté. Tsahal n'était pas prête à cela, et c'est peut être la révélation la plus stupéfiante de tout ce conflit. Le 11 avril 2026, la direction de la recherche et du développement du ministère israélien de la Défense a fait quelque chose de remarquable. Elle a lancé un appel public à solutions, une invitation ouverte à tous, entrepreneurs de défense, start-up, universités, ingénieurs indépendants, pour soumettre des propositions visant à contrer les menaces de drones guidés par fibre optique. Laissez cela reposer un instant. L'un des établissements de défense les plus sophistiqués de la planète, le pays qui a développé le dôme de fer, le système de défense antimissile Arrow, le système de protection active Trophy, les drones de surveillance militaire parmi les plus avancés au monde, a publié une sorte d'avis de recherche d'aide publique parce qu'il ne parvenait pas à trouver comment arrêter des drones construits avec des pièces que l'on peut commander en ligne. Et le calendrier rend la chose encore plus frappante. Les drones FPV à fibre optique sont apparus pour la première fois sur le champ de bataille ukrainien au printemps 2024. Cela fait près de 2 années complètes avant qu'Israël ne lance son appel à solution. 2 années pendant lesquelles la technologie proliférait, se perfectionnait, était discutée dans des conférences de défense. 2 années pendant lesquelles le Hezbollah, avec le plein soutien iranien et des liens directs avec l'écosystème militaro-industriel russe, acquérait discrètement des composants, formait des opérateurs et construisait une force de drones à fibre optique. Et Israël n'avait toujours pas de contre-mesures prêtes. Pourquoi ? Il s'avère que nous réglerons ça après le départ des caméras. Ce n'est pas vraiment une politique de défense lorsque la caméra est montée sur l'arme. La réponse à cette question est inconfortable. Et elle révèle quelque chose de profond sur la nature des institutions militaires partout dans le monde. Pendant des décennies, la doctrine militaire d'Israël a été optimisée pour un type précis d'ennemi. Les guerres qu'elle avait menées plus récemment à Gaza, dans le conflit libanais de 2006 et dans diverses opérations entre les deux, relevaient principalement de la contre-insurrection et de la lutte contre les roquettes. Oui, le Hezbollah avait des missiles anti-chars guidés. Oui, les chars israéliens avaient déjà affronté ces menaces. Mais les suites de guerre électroniques installées sur les véhicules israéliens étaient conçues pour contrer des menaces guidées par radiofréquence. Le système Trophy était conçu pour intercepter des missiles et des roquettes, des objets se déplaçant rapidement selon une trajectoire balistique depuis une direction prévisible. Toute la doctrine blindée israélienne était construite autour des menaces qui avaient défini les 20 dernières années de guerre au Moyen-Orient. Le drone FPV, petite, lent selon les standards d'un missile attaquant par le dessus, guidé par fibre optique, ne correspondait à aucun de ces paramètres. Il est passé simultanément à travers toutes les failles de l'architecture de défense israélienne. Il était trop lent pour que le radar de Trophy le suive de manière fiable. Il était impossible à brouiller par la guerre électronique. Il était trop petit pour que les systèmes de défense aérienne conventionnels puissent l'engager de manière rentable. Et il était trop bon marché pour être dissuadé par des tirs de contre-batterie. Parce que pour chaque drone lancé par le Hezbollah,
Israël devrait dépenser des armes coûtant beaucoup plus cher pour répondre. C'est la réalité fondamentale de la guerre moderne par drone. Les drones FPV du Hezbollah coûtent entre 200 $ et quelques milliers de dollars chacun. Le char Merkava qu'il cible coûte 4 millions de dollars. Les munitions interceptrices du système Trophy coûtent des dizaines de milliers de dollars chacune. Le calcul économique est catastrophiquement déséquilibré. Et c'est le Hezbollah qui détient l'avantage. Maintenant parlons de la dimension humaine de cette histoire. Parce que derrière chaque char, derrière chaque blindage et chaque carte tactique, il y a de jeunes hommes et de jeunes femmes. Le 26 avril 2026, un dimanche matin, dans le sud du Liban, dans la localité de Taybeh, à l'intérieur d'une zone qu'Israël avait déclarée zone de sécurité, un cessez-le-feu avec le Hezbollah était techniquement en vigueur. Des soldats israéliens faisaient ce que font les soldats pendant les cessez-le-feu, de l'entretien, des réparations, le travail peu glorieux mais essentiel pour garder les véhicules opérationnels. Un groupe de soldats travaillait sur son char à découvert, exposé, concentré sur le problème mécanique devant lui. Un drone est apparu, petit, rapide, guidé par un opérateur du Hezbollah au moyen d'un câble à fibre optique depuis quelque part dans les collines libanaises. Il a percuté les soldats. La charge a explosé. Le sergent Iden Fuchs, 19 ans, a été tué. 6 autres soldats ont été blessés, dont 4 grièvement. Un hélicoptère de l'armée de l'air israélienne a été dépêché pour évacuer les victimes. Les médecins travaillaient frénétiquement sur les blessés. Et puis, le Hezbollah a frappé de nouveau. 2 autres drones en approche. L'un a été intercepté. Le second est arrivé en rase-motte, s'écrasant à quelques mètres seulement des soldats et de l'hélicoptère en attente avant d'exploser. Il n'y a pas eu d'autres morts. Mais le message était sans équivoque. Le Hezbollah observait. Le Hezbollah savait exactement où l'évacuation avait lieu. Et le Hezbollah était prêt à frapper une deuxième fois pour maximiser les pertes. C'est la doctrine de l'embuscade composée que les forces ukrainiennes connaissent trop bien. Frapper une fois, attendre la réponse, frapper les intervenants. Le sergent Iden Fuchs avait 19 ans. Il a été le premier soldat israélien tué par une frappe de drone FPV. Il ne sera pas le dernier. Prenons du recul par rapport à la tragédie individuelle et regardons l'architecture géopolitique derrière cette campagne de drones. Parce que le Hezbollah n'opère pas dans le vide. Il agit comme le mandataire le plus capable et le plus lourdement armé de ce que l'Iran appelle son axe de la résistance, un réseau de groupes militants s'étendant du Yémen à l'Irak, à la Syrie et au Liban, tous approvisionnés, financés, entraînés et dirigés à des degrés divers par Téhéran. La relation de l'Iran avec la guerre par drone est profonde et stratégique. L'Iran développe son propre programme de drones depuis au moins les années 1990. Dans les années 2010, les drones iraniens, en particulier la série Shahed de munitions rôdeuses, étaient devenus l'un des principaux outils de guerre asymétrique du pays. L'Iran a fourni des drones Shahed à la Russie après le début de la guerre en Ukraine. La Russie les a utilisés par milliers pour frapper les villes ukrainiennes, les réseaux électriques et les infrastructures militaires. La boucle de rétroaction technologique a ensuite fonctionné en sens inverse. Les leçons apprises en Ukraine sont remontées par les canaux iraniens vers ces réseaux de mandataires à travers le Moyen-Orient. Le Hezbollah a bénéficié de ce transfert de connaissances sous une forme particulièrement concentrée, parce que le Hezbollah n'est pas un simple mandataire. C'est sans doute l'organisation militaire non étatique la plus sophistiquée au monde. Pendant les années de calme relatif entre 2024 et 2026, alors que l'attention du monde était ailleurs, le Hezbollah reconstruisait non seulement ses stocks de roquettes et ses réseaux de tunnels. Il absorbait des leçons, étudiait l'Ukraine, formait des opérateurs, achetait en gros du câble à fibre optique, parce que même à 30 $ le kilomètre, on peut obtenir une portée opérationnelle énorme pour un coût modeste. Il construisait et testait des cellules de drones FPV. Israël n'a pas des années devant lui. Tactiquement, les commandants israéliens adaptent leurs schémas opérationnels, gardent les véhicules en mouvement, réduisent les routines prévisibles, augmentent la couverture au-dessus d'eux et modifient le comportement des équipages. Parce que l'une des leçons les plus importantes de cette campagne est que les équipages à l'intérieur des chars ne sont pas toujours les principales cibles. Les frappes de drones causant le plus de pertes ont touché des soldats à l'extérieur de leurs véhicules, des soldats effectuant de l'entretien, des soldats évacuant des blessés. L'attaque du 26 avril qui a tué le sergent Fuchs a frappé des soldats qui réparaient leurs chars, exposés, concentrés sur leur travail, sans surveiller le ciel. La frappe de suivi a visé l'évacuation médicale. Frapper une fois, attendre la réponse, frapper les intervenants. Changer ce comportement est peu,
être la réponse immédiate la plus concrète dont disposent les commandants israéliens. Mais c'est un changement culturel profondément difficile à imposer au milieu d'un combat actif lorsque chaque instinct pousse un soldat à se précipiter vers un camarade tombé. Pendant ce temps, la guerre du Liban de 2026 a déjà déplacé plus de 1 million de personnes, soit 20% de toute la population libanaise. Plus de 2000 militants et civils ont été tués. Les forces israéliennes de plusieurs divisions opèrent sur une vaste portion du sud du Liban, avec l'objectif déclaré de repousser le Hezbollah au nord du fleuve Litani, à 30 km de la frontière israélienne. Cela signifie que les forces israéliennes doivent avancer et tenir un terrain que le Hezbollah a passé des années à préparer pour le défendre précisément avec ses outils. Le cessez-le-feu annoncé le 17 avril s'effiloche déjà. Le Hezbollah continue de lancer des roquettes et des drones. Israël poursuit ses frappes aériennes et ses opérations terrestres. Le gouvernement libanais réclame un retrait. Israël veut démanteler l'infrastructure du Hezbollah. Les États-Unis observent nerveusement tout en gérant des tensions distinctes avec l'Iran au sujet des négociations nucléaires. Toute cette complexité géopolitique se déroule sur fond de frappes de drones qui, une par une, redéfinissent ce qui est possible sur le terrain. Et c'est exactement là que l'habitude pro-Trump de transformer chaque crise en autocollant de pare-choc se heurte au mur. Le drone ne se soucie pas du slogan. À quoi ressemble l'avenir de la guerre blindée dans un monde où un drone à $200 peut menacer un char à 4 millions de dollars? La réponse honnête, c'est que personne ne le sait entièrement. Nous vivons une révolution doctrinale en temps réel, mais plusieurs choses deviennent claires. L'ère des véhicules blindés comme outil dominant, largement invulnérable, de la puissance terrestre est en train de se terminer. Non pas parce que les chars sont obsolètes, ils ne le sont pas, mais parce que leurs paramètres opérationnels ont changé fondamentalement. Un char qui pouvait autrefois avancer avec une relative confiance en terrain découvert doit désormais considérer chaque mètre de ciel ouvert comme une zone de mise à mort potentielle. Le fardeau psychologique et opérationnel de ce basculement ne peut pas être surestimé. Les commandants qui positionnaient autrefois les chars comme des outils de choc, visibles, dominants, capables d'inspirer la peur, doivent maintenant penser chaque mouvement comme un moment d'exposition possible. La guerre électronique, qui a été la stratégie dominante de lutte anti-drone pour la plupart des armées au cours de la dernière décennie, ne suffit plus à elle seule. Le guidage par fibre optique a créé une catégorie de menaces de drones physiquement immunisées contre le brouillage. Le problème de l'interception cinétique doit être résolu à partir des principes de base. Et le résoudre à bas coût, de manière fiable et à grande échelle, constitue le défi central auquel fait face aujourd'hui chaque établissement de défense sur Terre. L'équation économique de la guerre a changé d'une manière qui favorise les acteurs décentralisés et asymétriques comme jamais auparavant dans les conflits modernes. Lorsque le rapport de coût entre un drone offensif et un intercepteur défensif est de 100 contre 1 en faveur de l'attaquant, le défenseur fait face, avec le temps, à une économie d'attrition insoutenable. Ce n'est pas seulement un problème tactique, c'est un problème stratégique. Cela change le calcul de ce que signifie projeter de la puissance, tenir un territoire, mener des campagnes prolongées, et la technologie ne reviendra pas en arrière. C'est la partie du briefing où la paix par la force a besoin d'un tableur, pas seulement d'un plus grand drapeau derrière le podium. La connaissance nécessaire pour construire et utiliser des drones FPV guidés par fibre optique est désormais distribuée parmi des dizaines de groupes armés sur tous les continents. Les composants sont bon marché, disponibles sur le marché commercial et deviennent moins chers chaque année. Ce que le Hezbollah fait aujourd'hui au Liban, d'autres groupes l'observent et en tirent des leçons. La question n'est pas de savoir si cette technologie va proliférer davantage. Elle va le faire. La question est de savoir si les armées du monde adapteront leur doctrine et leur équipement assez vite pour répondre à une menace qui évolue plus rapidement que n'importe quel cycle d'approvisionnement. Le sergent Eden Fuchs avait 19 ans. Il servait dans l'une des armées les plus technologiquement avancées du monde, à bord de l'un des véhicules militaires les plus lourdement protégés jamais construits. Et il a été tué par un drone assemblé avec des composants que l'on pourrait trouver dans un magasin de loisirs, un drone qui coûtait des centaines de dollars contre un char qui coûtait 4 millions de dollars. Cet écart brutal qui s'élargit est l'histoire de cette guerre. Ce n'est pas seulement une histoire d'échec israélien. C'est une histoire sur la nature du changement technologique dans la guerre, sur la façon dont les avantages qui semblent permanents sont toujours temporaires, sur la façon dont l'arme la plus puissante d'une époque devient la vulnérabilité de la suivante, et sur la façon dont le champ de bataille trouve toujours le moyen d'humilier les trop confiants. Toutes les grandes puissances militaires ont affronté ce moment, le moment où l'ancienne façon de combattre cesse de fonctionner et où la nouvelle a déjà commencé. Israël s'adaptera. Son industrie de défense est extraordinaire, et sa tradition militaire d'innovation rapide est sans égale.
Trophy sera amélioré, des systèmes anti-drones seront déployés, la doctrine changera. Les ingénieurs et les tacticiens de Tsahal travaillent déjà jour et nuit sur ce problème parce qu'ils n'ont pas le choix. L'histoire garantit au moins cela. Mais en ce moment, ce soir, dans les collines, les oliveraies, les villages dévastés du sud du Liban, les drones du Hezbollah sont dans les airs. Ils sont petits, ils sont bon marché. Ils sont guidés par des câbles à fibre optique qu'aucun système électronique sur Terre ne peut brouiller. Et ils cherchent des chars. La mort vient d'en haut, silencieusement, précisément, sans avertissement. Aucun superlatif de conférence de presse ne peut blinder le ciel, et aucun élément de langage loyal ne peut brouiller un câble à fibre optique. Et pour chaque force blindée dans le monde qui observe ce qui se déroule, rien ne sera plus jamais tout à fait pareil. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez donc de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.